matinale Tocsin, 7h30, 8h30, à la volée. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Ariane Billeran. Bonjour Ariane Billeran. Bonjour Clémence, bonjour toute l'équipe de Toxin. On vous reçoit pour votre ouvrage Psychopathologie du totalitarisme. Vous vous interrogez sur le fait que nous soyons aujourd'hui dans une dérive totalitaire, un livre chez Guy Trédaniel. On va évidemment en parler, on va prendre le temps parce que c'est un ouvrage absolument fondamental. Je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes normalienne, philosophe, psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie. On va revenir sur ce qu'est la psychopathologie, conférencière et auteur d'une quarantaine de livres. Et donc ce dernier ouvrage où vous tentez de vous interroger sur le totalitarisme et notre totalitarisme, ce qui est particulier. Vous avez, à travers votre prisme de connaissance, la psychopathologie, tenté d'analyser ce qui s'est passé, aussi les dérives que vous avez pu constater, notamment à partir de la gestion du Covid, mais pas que. D'abord, peut-être, pour que tout le monde comprenne mieux, qu'est-ce que c'est que la psychopathologie ? La psychopathologie, c'est l'étude des processus psychiques qui se passent à l'intérieur d'un individu, mais aussi entre des individus ou à un niveau collectif, dans les groupes, par exemple. Donc, un exemple assez fameux, c'est que quand vous avez un harcèlement dans une entreprise, dans un groupe, eh bien, on voit des gens qui se comportaient et étaient tout à fait normaux auparavant et qui deviennent finalement peuvent soutenir des attitudes de harcèlement et même sans savoir ce qu'ils font. Donc, c'est cette étude fine de ces processus psychiques. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous convoquez des grands noms qui ont déjà étudié le totalitarisme. Vous citez souvent Simone Weil, Hannah Arendt, Hegel, Gunther Anders. Mais ici, vous apportez justement votre connaissance, c'est de la psychopathologie. Et vous, dès l'introduction, vous le dites, c'est finalement, les historiens ont tendance à vouloir refuser de psychologiser l'histoire. Et pourtant, c'est une erreur et nous ne pouvons en faire l'économie. Ce qui m'a fait penser à un livre, moi, que j'avais lu, pareil, d'une auteure qui, de la même façon, expliquait que l'histoire, peut-être, n'était pas lue entièrement dans son entièreté ou dans la compréhension humaine totale. C'est le livre de Svetlana Alexievitch, La guerre n'a pas un visage de femme, où elle donnait la parole et elle racontait tous ces récits de femmes soviétiques qui ont participé à la Grande Guerre. Et on voyait là une perception totalement différente de la guerre que celle des chiffres et des dates qu'on peut donner habituellement, avec une perception très sensible. Et c'est très intéressant, et c'est pour ça que je suis très heureuse de vous avoir aujourd'hui, justement, d'apporter cette psychologie à l'histoire et de mieux comprendre comment notre société, oui, c'est ça, le mouvement social, finalement, peut par moments avoir des soubresauts, puisque vous l'expliquez, finalement, le totalitarisme, c'est une forme de moment. Comment il peut avoir des soubresauts qui nous entraînent dans le totalitarisme encore et toujours, c'est-à-dire qu'on se dit non, cette fois-ci, on ne se fera plus avoir. On a connu et on a témoigné désormais contre l'Allemagne nazie, contre l'URSS, donc plus jamais ça. Et finalement, on se rend compte que le totalitarisme aujourd'hui, il est autour de nous. Et même nous sommes tous, et vous le dites, et je vais vous laisser justement développer, nous sommes tous des petits, je ne sais plus comment vous le formulez, des petits totalitaires en puissance. Oui. En fait, c'est vrai qu'au départ, c'est en lisant très jeune Hannah Arendt Mm. que je me suis toujours posé la question, et notamment à partir de son livre sur Eichmann, de cette Oui, fameuse, ce qu'elle appelle la banalité banalité du du mal. mal. Mm. C'est-à-dire la banalité du mal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des individus absolument ordinaires peuvent devenir complices à un moment donné d'horreur. Et donc, comment se fait-il qu'ils n'aient pas la conscience de leurs actes, Mm. qu'ils aient perdu la conscience de où mènent leurs actes. Mm. Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau psychologique? Donc ça, c'est une question qui m'a toujours traversée, qui n'intéressait personne avant. Et quand puisque j'ai beaucoup audité dans les entreprises justement sur des cas de harcèlement, et je voyais ces basculements, ou à certains moments de tension, quand l'entreprise doit faire un grand nettoyage, entre guillemets, d'équipe, eh bien, elle met en place des méthodes qui font basculer les gens. Mm. Donc, ma question, c'était comment est-ce possible et quels sont les processus, quels sont les mécanismes qui font basculer les gens. Donc, c'est une question psychologique fondamentale.
on ne peut pas réduire les époques historiques à certains fous qui les dirigent, Oui. encore une fois, puisque évidemment il peut y avoir des grands fous, mais comment ces fous parviennent à entraîner les masses, comment des gens parviennent à se laisser convaincre, séduire et persuader par de la propagande, jusqu'à eux-mêmes et parfois soutenir des discours qui vont à l'encontre de leurs propres valeurs et être dissociés. Mm. Donc ça a été vraiment l'idée de cet ouvrage, c'était d'apporter le complément, on va dire, l'explication telle que je l'ai travaillée pendant des années, Mm. l'explication psychologique qui fait que les gens, et c'est un terme que j'employais, régressent. C'est-à-dire qu'on a une sorte de régression psychique par rapport à une construction euh, en temps ordinaire qui fonctionne, construction psychologique, et quels sont ces mécanismes de la régression, en Alors, fait, jusqu'à oui. soutenir des discours et des horreurs en toute, entre guillemets, bonne conscience. Justement, il faut qu'on rentre dans toute l'histoire que vous racontez dans votre livre. Comment on peut arriver à cette régression? Vous parlez de régression dans votre livre, vous faites même la comparaison avec le bébé in utero, qui d'ailleurs n'est plus oxygéné. On va y revenir aussi. Alors, allez-y, racontez-nous comment, justement, on peut vivre et comment on le vit en ce moment, parce qu'il faut quand même aussi qu'on revienne sur ce qui s'est passé et sur ce qui se passe encore. Comment on vit justement cette chute, cette régression vers une forme de totalitarisme, sans même que, et c'est vrai que c'est criant, justement, je vais utiliser ce terme-là, mais vous le dites dans le livre, à un moment donné, il faut savoir crier, il faut pouvoir crier. Oula. Je vous citez Solzhenitsyn. Et c'est vrai qu'on se dit, il se passe des choses innommables en ce moment, des gens qui perdent leur métier, d'autres qui ont des accidents graves à cause de certaines obligations d'injection. Et pourtant, on ne peut pas le crier haut et fort, ou on le crie et on n'est pas entendu. Et c'est aussi ça, c'est tout ça en fait qu'il faut raconter. Donc comment on arrive à ce basculement? Quand une civilisation fonctionne de façon correcte, elle fonctionne avec des gens éduqués, c'est-à-dire qui ont intégré une certaine autonomie. Et dans cette autonomie, il y a des lois fondamentales qui structurent l'humanité. Dans ces lois fondamentales, il y a notamment l'interdit du meurtre. C'est une loi fondamentale, même anthropologique, hein. L'interdit de l'inceste, donc ce que j'explique dans mon livre, c'est que ce n'est pas que l'inceste intrafamilial, c'est aussi toute une conception de l'enfant. Il y a la différence des générations, donc ce qui nous permet d'acquérir un fil de la transmission, c'est-à-dire qu'on ne peut pas. Le totalitarisme arrive toujours avec une proposition d'homme nouveau, hein. Nous allons balayer tout ce qu'il y avait avant et nous construisons un homme nouveau. Donc aujourd'hui, il est dit augmenté. Mm. Et donc ce fil de la transmission, c'est-à-dire cet héritage du monde tel qu'on nous l'a transmis dans une civilisation qui est digne de ce nom, non seulement nous en héritons, mais nous essayons, un, de le conserver, deux, de l'améliorer. Mm. Et le quatrième interdit, en tout cas ce pilier de la maison psychique, comme je l'appelle, c'est la différence des sexes, c'est-à-dire le fait de sortir de la toute-puissance. Et ces quatre interdits nous permettent de sortir d'une tyrannie fondamentale qui est celle que nous avons tous traversée à un moment donné dans notre évolution psychique très tôt. Et ce sont des interdits fragiles. C'est-à-dire que c'est pour ça que l'éducation est un sujet éminemment politique et il l'a toujours été. C'est-à-dire que l'éducation, ça consiste, et je vais reprendre des termes de Kant, hein, à sortir l'être humain d'une sauvagerie primaire. Mm. Hein, donc, pour nous permettre d'accéder à la rationalité, à l'empathie, à toute une série de remparts qui nous permettent précisément de faire civilisation ensemble. Mm. Dans le totalitarisme, tous ces remparts sont attaqués, savamment attaqués, avec des méthodes psychologiques que je décris, notamment hein, le traumatisme, le polytraumatisme, mais aussi la propagande. Mais voilà. Et je fais une parenthèse, puisque vous parlez justement de cette forme de totalitarisme aujourd'hui qui attaque l'éducation. On a reçu récemment encore le porte-parole, le représentant de l'association Liberté Éducation, Jean-Baptiste Maillard, qui notamment promeut le fait
qu'on puisse instruire à la maison. Phénomène qui est totalement, enfin pas phénomène, mais concept qui est totalement interdit, limité par le gouvernement français aujourd'hui, sous prétexte de lutte contre les séparatismes. Alors qu'il y a des parents qui font 200 pages de dossiers pour présenter aujourd'hui une volonté, enfin un projet pédagogique, et ces dossiers sont refusés puisque le gouvernement refuse en disant non, ce projet ne nous convient pas. Donc on a un projet pédagogique présenté par exemple. On voit bien ici le remplacement du rôle éducatif qui est celui normalement de l'autorité parentale, qui est normalement celle des parents, qui glisse vers le gouvernement, enfin vers les gouvernants, et donc qui montre bien qu'il y a ici un glissement et une volonté de faire propagande ou de faire son nouvel homme, son homme nouveau, formaté selon les convictions de la société. Oui, tout à fait, sachant que l'instruction publique a fait l'objet d'une attaque en règle dans les années 80-90 pour évidemment éliminer toute la transmission des savoirs fondamentaux et des méthodes d'apprentissage. Donc à partir du moment où l'enfant n'a pas construit des remparts contre cette sauvagerie primitive, pour reprendre ce terme de Kant, qui parle aussi d'animalité, mais toute la philosophie de l'éducation depuis la nuit des temps en parle, c'est-à-dire, on pourrait appeler ça une vie pulsionnelle, hein, c'est-à-dire je fais ce que je veux quand je veux, je mange des la journée et je tape des caprices. À partir du moment où nous n'avons pas construit ces remparts, eh bien, nous sommes en train d'avoir un ferment de sauvagerie dont on voit l'illustration tous les jours. Mais au-delà de ça, pour certains et même pour la majorité des gens, ces remparts sont construits, mais se déconstruisent très facilement. Et c'est là où nous arrivons vers cette dérive totalitaire, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le totalitarisme? C'est l'ambition de la domination totale sur le sujet humain. Une domination sur sa vie privée, sur sa vie intime, sur son corps, avec la perte de la dignité humaine. C'est-à-dire que nous avons depuis 2020 une banalisation des discours dans la société qui vise à supprimer le droit à la dignité. Et quand on a eu, par exemple, cette affaire des essentiels, dits essentiels ou non essentiels, ça veut dire que certains êtres humains ont des droits plus que d'autres, donc certains auraient une dignité et d'autres n'auraient pas de dignité. Des suspendus qu'on a laissés sans ressources, c'est de la même façon, sans parler de l'attaque fondamentale du droit, puisque le droit pénal est censé évidemment protéger l'intégrité des personnes. Et Kant nous disait bien que... On était en dehors de tout statut légal pour ces suspendus, je le rappelle. Absolument. De toute façon, la dérive totalitaire se contrecarre complètement de la loi. On parlait du droit, effectivement, des parents à l'instruction. Ça, c'est aussi un droit. Un droit. Donc, finalement, tout ceci nous amène à une conception d'un être humain où il peut y avoir des inutiles qui ne servent pas ou des gens à sacrifier. Ce serait... C'est ce que vous appelez l'homo sacer. Voilà, l'homo sacer. Alors ça, c'est un concept qu'avait analysé le philosophe Giorgio Agamben. C'est un concept du droit romain, c'est-à-dire c'est l'homme qui peut être banni de tous les droits, y compris par la religion officielle, et qui erre sur les routes en étant sacrifié. Donc, il est dit sacré, et c'est ce que j'analyse en latin, il est dit sacré, parce qu'en réalité, c'est à ce moment-là qu'il peut rencontrer la dimension sacrée de l'être humain, c'est-à-dire l'hospitalité inconditionnelle, la charité. On va y revenir à la fin, parce que ce sont un peu vos portes de sortie, oui. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe dans cette société qui accepte désormais de sacrifier des êtres humains? Moi, c'est vrai que toujours, je me demande, mais comment on lira cette période de l'histoire plus tard? C'est vrai que quand on est pris dedans, vous voyez, je viens de terminer le journal de Klemperer, le philosophe, donc le philologue, pardon, universitaire, qui d'ailleurs n'était pas juif, mais par l'ascendant, il a été qualifié juif par les nazis, et il a perdu son travail. Donc c'est un journal de 1933-1945, et on voit l'évolution, et on voit exactement cette banalisation du mal qui arrive dans les consciences, et évidemment, avec la guerre, les choses se resserrent encore plus, c'est-à-dire qu'on met la pression psychique sur les gens, et les gens, non seulement
tolère, banalise, mais encourage et épouse Oui, une c'est idée. ça qui est impressionnant et que vous racontez, et sur lequel aussi, et c'est là où justement votre profil de spécialiste en psychopathologie peut vraiment nous aider à comprendre. Vous dites l'un des leviers qui est connu, mais vous allez pouvoir nous raconter comment ça fonctionne justement, c'est la peur, c'est la terreur. C'est ça qui fait que ces gens-là vont non seulement tolérer, mais même parfois prendre pour eux la cause, même si à l'origine ils ne l'auraient pas forcément prise. Absolument. Il y a vraiment deux grands moyens de manipuler les foules. Ils sont connus depuis l'Antiquité, hein. Les Grecs anciens le connaissaient puisqu'ils avaient instauré le théâtre pour expurger ces émotions et faire en sorte que la rationalité reprenne le contrôle dans la sphère politique. Le premier, c'est la terreur, c'est-à-dire de mettre les gens dans la peur permanente et dans une espèce d'état de menace permanent, de sorte qu'ils abdiquent leur rationalité au profit de cette émotion qui congèle la possibilité de penser les choses et qui appelle surtout à une protection. C'est-à-dire on va remettre sa protection dans les mains de Hmm. euh, celui qui va nous garantir, entre guillemets, puisqu'en général Oui, c'est une c'est une garantie, illusion. Ouais. cette peur-là, cette protection contre la peur. Donc, Et alors, pardon, mais si on donne un exemple, pas, pas comment dire, contemporain, mais si on revient par exemple sur l'URSS ou le régime nazi, c'était quoi la peur évoquée, enfin la peur utilisée à ce moment-là alors? alors, je vais prendre un exemple même beaucoup plus large, hein, Mm, c'est-à-dire ce qui est tout le temps utilisé dans les propagandes de guerre, la peur de l'ennemi. mm. Donc, on va mettre en place suffisamment de terreur pour que la population se sente effectivement dans une menace absolue et consente elle-même à différents sacrifices. Donc ça, c'est systématiquement utilisé dans les propagandes de guerre. Euh, donc pour le nazisme, il y avait évidemment toute la propagande sur les juifs qui était considérée comme le mal absolu qui venait euh, euh, d'ailleurs transmettre des maladies. Hein, j'en parle dans mon livre. Hein, Tout à fait, tout à fait. et en Ça, c'est danger très l'Allemagne. Hein. intéressant aussi parce qu'on nous a refusé à l'époque par exemple, Yvan Rioufol, pour ne pas le citer, avait fait justement ce parallèle en rappelant, attention, ce biais, on va dire, cette utilisation hygiéniste avait déjà été utilisé par les nazis et puis ça nous a été refusé. Non, il ne faut pas faire, justement, pas d'amalgame, pas de rapprochement avec le nazisme, c'est trop facile, etc. etc. Et pourtant, j'aimerais bien que vous alliez dessus, parce que si, et pourtant, il y a bien quand même un parallèle. Oui, je l'avais beaucoup développé dans le débat interdit, écrit avec Vincent Pavant, hein, Oui. le parallèle. Les gens oublient qu'il y a une chronologie dans l'histoire. Et donc, c'est ce qui nous intéresse aussi pour voir à quel moment on peut basculer dans ce qu'on appelle, nous, des passages à l'acte, hein, c'est-à-dire effectivement des différentes horreurs qui peuvent être commises. Euh, Vera Sharav préface cet ouvrage. J'ai Oui. beaucoup pour cette femme. Je crois qu'il faut entendre les témoins de l'histoire et que c'est essentiel parce que, encore une fois, l'histoire peut nous être racontée par des historiens et c'est très important, mais les témoignages s'inscrivent dans du vécu et dans des expériences vécues. Donc, elle a réalisé un documentaire qui s'appelle Plus jamais ça, qui est extrêmement et fondamentalement important et Mm. que j'incite évidemment les gens Oui. à regarder et qui Alors, explique le site, pardon, vous le donnez, donc je vais le citer parce qu'en effet, je ne l'ai pas vu, je découvrais en lisant votre livre. Plusjamais.eu. Voilà, vous pouvez retrouver le documentaire Plus jamais ça. Alors, racontez-nous justement ce qu'on y retrouve. Oui, un documentaire en 5 parties qui explique en réalité les parallèles idéologiques, c'est-à-dire comment les populations se retrouvent prises à un moment donné, et notamment dans les années 30, les Juifs eux-mêmes, comme elle le raconte et comme elle le fait témoigner. Et ce qui m'intéresse, moi, ce sont les processus. C'est-à-dire que bien sûr que les décors changent, Mm. mais quels sont les processus? À partir du moment où on exclut des catégories entières de population, euh, au titre qu'elles sont mauvaises citoyennes, on est déjà dans un processus qui est de l'ordre totalitaire. Oui. Pourquoi certains auraient plus de droits que d'autres? Pourquoi certains seraient privés de leurs droits?
tout ça est extrêmement important parce que ce sont des droits qui sont fondés sur des droits humains. Donc, nous sommes tous des êtres humains. Nous avons tous, évidemment, des parcours individuels, historiques, des héritages qui sont différents. Cette diversité est heureuse, sauf qu'elle n'est plus, elle est considérée comme problématique quand on rentre dans une logique totalitaire. C'est très intéressant. Vous dites oui, le cadre change. À ce sujet, je vais citer Slobodan Despot qui a aussi fait l'introduction, écrit l'introduction de votre livre. Slobodan Despot, vous le connaissez ici, on l'a déjà reçu, directeur du site Antipresse, auteur, très bon traducteur. Et il dit en effet, qui va dans votre sens, hein, le totalitarisme, ce n'est pas eux, chinois, soviétiques, allemands, mais c'est nous tous, sitôt que nous nous sentons nuls et exposés et que nous souhaitons revenir à la matrice. Ça revient à ce que vous disiez sur le fait que le cadre change, mais ce sont des phénomènes sociaux, humains finalement, qui peuvent se répéter malheureusement à chaque fois tant qu'on n'aura pas compris justement quels sont les procédés. Oui, et la deuxième émotion qui est très facilement manipulable chez un être humain, c'est son empathie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous devons être, je crois, encore plus méfiants dans ce règne de l'image qui nous montre des vidéos et des images en permanence dont on a du mal des fois à identifier la provenance et qui peuvent être totalement trafiquées. Oui. Mais on nous colle à l'empathie et à partir du moment où nous avons ce collage émotionnel qui est à la fois à la terreur et à l'empathie, eh bien, il est très facile d'amener les populations dans une idéologie. Une idéologie, c'est une croyance qui est dénuée de rapport avec la réalité de l'expérience. Et on embarque les gens là-dedans. Nous voyons bien que, par exemple, l'idéologie, un virus va tous nous tuer et nous décimer sur la planète, eh bien, c'est quelque chose qui est là pour, évidemment, faire peur. Et si tu n'adhères pas à cette idéologie, tu es un méchant qui n'a pas d'empathie. Oui, c'est ça. C'est à peu près ça. Il y a aussi beaucoup de manipulation autour du conformisme social. Justement, pour l'Antipresse, j'ai écrit 2 articles qui s'appellent « Les masques de la vertu » et qui expliquent comment, en plus, on manipule les gens au bon sentiment. C'est-à-dire cette fameuse idée du bien commun ou du bon sentiment. Je suis un bon citoyen si j'obéis, si je fais ceci, si je fais cela, sans me poser de questions. Et tous ces ressorts de manipulation politique, malheureusement, sont connus depuis très longtemps. Ils sont très raffinés. On nous empêche aujourd'hui d'y penser avec ce fameux terme complotiste, mais il faut quand même avoir à l'esprit que tous ceux qui sont au pouvoir cherchent à s'y maintenir. Donc, ils ont une connaissance très, très fine de la psychologie humaine. Bien sûr. Alors, c'est très intéressant parce que vous dites c'est des leviers terreur, empathie, et qui sont des leviers anciens, comme vous le rappelez, et bien connus. Mais la nouveauté, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, la grande nouveauté, c'est le fait que finalement, justement, ces leviers aujourd'hui soient plus sophistiqués et plus technologiques. Et finalement, rend ce totalitarisme encore plus dangereux et encore plus vicieux. Oui, c'est très important cette affaire des écrans. Je pense qu'on la sous-estime beaucoup parce que dans les écrans, il y a l'impossibilité pour le cerveau humain de filtrer l'information. C'est-à-dire que la rationalité vient après coup. Alors, ce filtre d'information, il y a comme une absorption émotionnelle directe et une passivité mentale face aux écrans qui fait et une addiction également. C'est pour ça que les très grands concepteurs de l'informatique, en général, leurs enfants n'ont pas accès aux écrans, qui rend suggestible. Hein. C'est comme une hypnose qui fonctionne. On fait souvent le parallèle avec l'hypnose. Oui. Ça fonctionne très bien au niveau collectif. Et donc, il suffit, par exemple, de montrer des images traumatiques pour traumatiser des gens. Et alors que si on vous raconte la même histoire, déjà, vous avez un premier filtre. Donc, vous êtes moins sujet à cette suggestibilité. Voilà. Ça me fait penser, c'est pas vraiment, enfin vous l'évoquez pas forcément dans votre sujet, mais aujourd'hui, après le Covid, on a eu plusieurs scènes de guerre où à chaque fois on a eu pareil des images chocs, que ce soit en Ukraine, que ce soit sur la scène israélo-palestinienne, et vous parliez même des montages d'images, etc. Et il est aujourd'hui très difficile, même quand on veut rester rationnel, même quand on veut appliquer ces filtres, de savoir finalement
Alors justement, peut-être que la vérité, le juste se retrouve dans le fait de ne pas prendre parti, de laisser certains sujets de côté puisqu'on ne peut pas les maîtriser. Mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous envoie tellement d'informations d'un côté comme de l'autre qu'on a beaucoup de mal, en tout cas, à pouvoir analyser ce qui se passe. Est-ce que ça fait partie aussi de ce phénomène? L'intoxication médiatique à l'image traumatique fait partie évidemment de, de manipulation des masses et de faire en sorte que les gens se soumettent à un discours ou à un autre. Hein. Mmh. Donc, on peut voir évidemment les pouvoirs rivaliser, encore une fois, d'ingéniosité pour amener les populations à souscrire à telle ou telle, encore une fois, telle ou telle idéologie, mais également tel ou tel passage à l'acte d'horreur. Mmh, mmh, Hein. oui, oui. Et alors justement, on revient sur notre sujet. On a dit les leviers qui font qu'on peut tomber, finalement, basculer dans une forme de totalitarisme. Et enfin, comment la société, parce que le totalitarisme, finalement, il est aspirant chez certaines personnes qui veulent nous gouverner. On va y revenir d'ailleurs. Il faut aussi qu'on prenne l'autre côté, le revers de la médaille, ceux qui organisent d'une certaine façon ce totalitarisme. Mais restons pour le moment dans cette population. Et justement, il y a aussi une question que je me suis posée en vous lisant. À quel moment on passe du peuple à la masse? À quel moment la masse est suiviste et n'est plus peuple? Puisque, en plus, moi j'ai tendance à vouloir donner la parole à ce peuple. On parle souvent ici dans notre émission de référendum, qu'il faudrait plus de référendum. À quel moment, justement, ce peuple, finalement, perd son humanité d'une certaine façon? À partir du moment où il perd ces fameux remparts et cette instruction, c'est-à-dire que on pourrait dire qu'un peuple est nécessairement politisé, non pas qu'il souscrive à des partis politiques, hein, mais il a une éducation politique du vivre ensemble, Mmh, du souci de l'autre et du souci de, premièrement, sa communauté locale, mais également de façon plus vaste, quelles sont les règles qui nous permettent de vivre ensemble et comment nous nous impliquons avec responsabilité pour les faire respecter. Alors, une masse, c'est tout à fait autre chose. Une masse, c'est une somme d'individus qui a perdu son esprit critique et que l'on peut guider très facilement à l'émotionnel, sachant en plus que je définis un terme que j'avais créé il y a près de 15 ans, qui est celui de contagion délirante, ouais. c'est-à-dire comment on peut un délire, c'est-à-dire un discours qui n'a plus aucun rapport avec la réalité, qui est même fondé sur le déni de la réalité, comment ce délire se propage dans une population. Et en fait, en réalité, une population guidée par cette sauvagerie, guidée par des instincts, guidée par des émotions, et non plus guidée par la responsabilité, la rationalité et un minimum d'esprit critique. Donc, Mmh, c'est ça une masse. oui. Alors, C'est ce que cherchent à ouais. fabriquer tous les gouvernants qui sont mal intentionnés, cherchent à fabriquer des masses, on pourrait dire des moutons, hein, c'est-à-dire effectivement des individus qui sont contrôlables. On peut amener là où on veut les amener. Hein. Si on a décidé de créer une guerre civile, on amènera ces individus par différents conditionnements à ce qu'ils souscrivent et ce qu'ils y rentrent, à ce qu'ils rentrent dans la haine, par exemple. Ça, c'est une technique euh, qui permet de transformer le peuple en masse. Alors, ce qui permet aussi de transformer le peuple en masse, c'est le fait que le peuple n'ait plus d'accès à sa souveraineté. Hein. On se rappelle, normalement, en démocratie, ça c'est Rousseau qui le dit, hein, le peuple est souverain. Mmh. Et les ministres sont ses serviteurs, étymologiquement. Donc, aujourd'hui, je vous laisse apprécier. Oui, oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, justement, je voudrais encore revenir avant qu'on aille du côté qu'on se mette dans la peau, on va dire, entre guillemets, des gouvernements et des gouvernants mal intentionnés que vous avez cités. Pour continuer, justement, vous donner un exemple, puisque vous parliez de cette masse qui n'avait plus les filtres pour analyser finalement ce qui se passait. Donnons un exemple sur cette période du Covid, où on nous a quand même dit qu'il était meilleur de boire un café
meilleur pour la santé de boire un café assis que boire un café debout, que si on se faisait une auto-attestation, cela ferait de nous un bon citoyen, alors que si nous n'avons pas écrit notre propre auto-attestation signée par nous-mêmes, nous sommes des mauvais citoyens. Enfin, voilà, donc on a vu dans quelle absurdie totale nous marchions et nous devions nous soumettre. Et, et c'est vrai que là, vraiment, mais on se dit, nous sommes tous en plein délire. On aimerait entendre plus de gens se réveiller. C'est aussi la question que je voulais vous poser, puisque vous l'écrivez maintes et maintes fois. Comment on arrive au fait qu'il y ait si peu de personnes qui réussissent à crier non? Et ça, vraiment, c'est un phénomène qui arrive à chaque fois. On l'a dit, c'est la peur. Mais comment ça se passe dans la tête? Comment cet effet de sidération? Oui, je voudrais juste avant, rajouter Mm. une toute petite chose, c'est l'importance des rituels. C'est-à-dire que pour conditionner les gens, il faut les mettre dans un certain nombre de protocoles où ils vont engager leur corps dans ce protocole. C'est-à-dire sur ces différents rituels, vous en avez mentionné un, voilà, le café debout, assis, et cetera. Ces conditionnements sur les corps sont Mm. très pavloviens et permettent effectivement aussi, de prendre le contrôle, des individus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'encore une fois, très très peu de gens parviennent à conserver des remparts quand tout devient fou. Mm. C'est-à-dire que il est entre guillemets facile de conserver ces remparts dont je parlais tout à l'heure lorsque il y a aussi un soutien collectif autour. C'est-à-dire que globalement, tout le monde les a. Quand les uns et les autres commencent à tomber et à les perdre, et on devient extrêmement isolé. Donc, ça suppose de soutenir cet isolement par rapport au groupe, ce Oui, qui ça peut être suppose une force extrêmement... morale, en fait, d'être isolé et de tenir cet isolement. C'est une force morale. On se demande effectivement si, évidemment, ce n'est pas soi-même Qui est fou dans un- oui. parce que l'ensemble du groupe commence Mm. à délirer en chœur, en fait. Mm. Et surtout à cibler celui qui ne veut pas rentrer dans ce jeu-là. Mm. Même ne serait-ce qu'il voudrait conserver une neutralité, une distance. Donc, il faut une force morale, il faut un très, très grand courage, et il faut tenir ces remparts. Donc, il faut avoir des soutiens de ses propres remparts. Et ça, j'en parle aussi. C'est-à-dire, quelles ont été les figures, par exemple, tutélaires qui me les ont transmises? Et ces figures, est-ce qu'elles tiennent debout pour moi? Est-ce que ça tient suffisamment debout dans l'adversité, dans cette adversité collective qui se retourne, hein? On sait qu'il y a des gens qui ont été exclus dans leur propre famille, Mm. manger à Noël derrière un plexiglas, etc. Donc, c'est très important. On repère la paranoïa collective, puisque c'est une paranoïa, hein, le totalitarisme, et la paranoïa, c'est une folie contagieuse. On la repère notamment à l'existence de ce qu'on appelle un clivage, c'est-à-dire de deux camps irréductibles qui ne peuvent plus se parler entre eux. Mais le pire, c'est que ces deux camps s'allient entre eux pour euh, cibler ceux qui ne veulent pas rentrer Mm. dans l'un ou l'autre camp. Oui, Hein. Donc, oui. il y a quand même une entente entre ces deux camps extrémistes qui chacun sont rentrés dans une idéologie, parce qu'il ne faut pas croire, et je l'indique aussi, qu'il n'y a que l'idéologie proposée par un gouvernement. Il y a de multiples idéologies. Ça, c'est très intéressant, c'est ce que vous dites Et les aussi. Oui, processus. oui. Nous ne sommes pas, d'ailleurs, je crois que vous citez Gunther Anders, nous ne luttons plus contre un seul mal, mais contre différents totalitarismes en puissance, en fait. On va y revenir, justement, on va aller de ce côté-là après. Juste encore une dernière fois, justement, sur cette masse qui ne sait plus affronter, qui ne souhaite pas, peut-être, qui préfère rester endormi et faire des concessions et des choses. Et ça, c'est très intéressant. Vous vous dites, à un moment donné, au départ, ça peut paraître comme un... Bon, je le vulgarise, hein, je le dis avec mes mots. Ça peut paraître comme un petit sacrifice, finalement. Et on se dit, bon, bah voilà, peut-être c'est une petite partie de la population qui ne me concerne pas, qui me semble lointaine, ou alors une petite interdiction qui ne m'empêche pas de vivre. Donc, on laisse petit à petit, si on veut, ce totalitarisme grignoter nos droits et les droits des autres. Et en fait, vous dites, attention, il y a toujours cette illusion de se dire, bon, bah, comme ça, on sera tranquille, on achète d'une certaine façon la paix. Et en fait, ça ne fonctionne pas, on est pris dans un engrenage. Absolument. Et ce qui est très spécifique à la dérive totalitaire,
c'est qu'elle finit par cibler l'ensemble de la population et elle ne laisse personne indemne. Alors, Et c'est même pire, vous dites, finalement, elle finit par presque par dévorer, entre guillemets, les plus soumis. oui, absolument. Ça, c'est un constat, ce n'est pas le mien. C'est Mm. important de rappeler que c'est un constat d'héritage, c'est le constat de Koestler, c'est le constat de Solzhenitsyn. Enfin, c'est-à-dire que c'est un système qui fonctionne à l'arbitraire et à la persécution. Donc, comme c'est un délire de persécution, au départ, il va évidemment cibler ceux qui lui résistent, mais au bout d'un moment, la persécution collective, c'est-à-dire la méfiance de tous contre tous, la possible délation, la haine qui se répand, puisque c'est une pathologie de la haine, hein, qui se répand dans le corps social, finit évidemment par cibler l'ensemble des citoyens, mais également ceux qui s'étaient le plus soumis et qui avaient le plus obéi à ce régime. On l'a vu dans l'histoire avec les purges de Staline, par exemple. Oui, oui, tout à fait. Alors, une petite question, puisqu'on parlait de finalement cette psychose, on va dire, de masse, et le fait que parfois ceux qui sont les seuls à se dresser contre cette forme de psychose peuvent paraître comme étant eux les fous. Une question qui me taraude depuis longtemps, sur aujourd'hui, notre population qui est malade, beaucoup sont sous antidépresseurs. Je crois qu'on est en France, en plus, nous battons des records de ce côté-là, sous anxiolytiques, pardon. Et voilà, ce genre de produits qui nous permettent de mieux nous sentir. Est-ce que justement, c'est parce que nous sommes dans une société malade et que ces personnes-là n'ont peut-être pas conscience elles-mêmes, ou voilà, en tout cas, que la société ne fonctionne pas droit, et que finalement, ce sont eux qui peut-être, en ayant ce malaise, montrent que eux marchent droit, mais dans une société à l'envers. Il y a beaucoup de psychotropes qui permettent aux gens de fonctionner malgré la souffrance qu'ils ont en eux et qui étouffent, hein, cette dépression, cette souffrance qui pourtant était d'ordre existentiel. Donc, il faut fonctionner. Donc, à partir du moment où l'individu se réduit à cette fonction, il y a déjà un problème. Et ces psychotropes, évidemment, viennent anesthésier la part consciente et l'indignation qui devrait être nécessaire. Donc, cette surconsommation indique bien évidemment des problématiques de santé mentale. Et nous l'avons signalé, moi je l'ai signalé dès 2020 en tout cas, si on se préoccupe de santé, on ne se préoccupe pas de santé mentale, puisque nous sommes en train évidemment de tout faire pour que la population rentre dans des grandes souffrances. Et nous avons vu évidemment une explosion de suicides, en particulier chez les enfants. Mm. Et tout ça est symptomatique, hein, de cette contagion délirante. Mm. Alors, on va aller justement sur cette forme de totalitarisme qui s'organise, vous l'avez dit. C'est assez complexe en effet, puisque il ne s'agit pas d'un seul mal, mais de plusieurs comment dire, organisations du mal différentes dans différents domaines. Bon, on avait la gestion sanitaire, on a, et vous en parlez également, justement, tout ce qui est la biotechnologie, la surveillance de masse. Donc, dans plein de domaines, en fait, on est on est en train de transformer l'homme. Est-ce que vous pouvez aller justement nous expliquer un peu d'où vient enfin, où sont comment dire, quelle est l'origine du mal, pour poser une question assez abstraite. Y a-t-il une organisation, enfin une personne qui organise ça, un complot pour faire plaisir aux anticomplotistes, ou plein de soubresauts négatifs, comment ça fonctionne? Concernant l'impulsion, elle provient de groupes, et ça, Vera Sharav en parle, hein, et qui œuvrent depuis des décennies pour exercer un contrôle total des populations. Mm. Donc, Alors, un groupe, alors justement, vous le dites dans votre livre, par moment, c'est qui souhaitent avoir ce contrôle, ce sont des institutions supranationales. Hein. aujourd'hui, oui, Mm. absolument. Oui. Aujourd'hui, oui. Mm. Ça fait tout de même très longtemps plusieurs décennies encore une fois, et sans doute on pourrait remonter
au-delà, qu'il y a cette recherche de contrôle des populations qui va avec le totalitarisme. Bien sûr. Ça, c'est une première chose qu'on peut expliquer également au niveau psychologique, puisque plus on a de pouvoir, plus on a de peur de perdre le pouvoir n'étant pas nécessairement politique, hein, c'est-à-dire en tout cas visible. Il peut être financier. En tout cas, voilà, plus on a d'influence et de pouvoir, plus on a peur de perdre ce pouvoir. Donc, effectivement, il faut de plus en plus exercer le contrôle sur les populations, et la mondialisation du monde amène fatalement cette thématique de totalitarisme mondial. Mmh. Ça, c'est une première. Mais ça ne fonctionnerait pas s'il n'y avait pas, pour reprendre le terme de Kant, le mal radical, c'est-à-dire le mal à la racine de l'être humain. C'est-à-dire qu'il y a, encore une fois, en chacun de nous, cette possibilité de régression, cette possibilité d'en appeler même à ce totalitarisme pour certaines personnes qui croient qu'elles seront, elles, épargnées, alors que d'autres ne le seraient pas. Oui. Ce qui est totalement une illusion, hein. Oui, c'est la volonté de se protéger finalement en se couvrant sous le toit du totalitarisme. C'est toujours l'appel au sauveur qui est Mmh. en réalité très souvent un persécuteur qui persécute et puis après se présente en sauveur. Mmh. C'est toujours Donc le pour revenir mécanisme. à Hannah Arendt et la banalité du mal, finalement celui qui participe, la masse qui participe de, de ce mal, est finalement une personne qui a très peur et qui souhaite se protéger en premier. Un lâche, quoi. Oui, alors il n'y a pas que ça. Il y a aussi dans les conditionnements de masse dont je parle, puisque la méthode c'est le harcèlement, à force de harceler quelqu'un, vous allez entraîner des mécanismes psychologiques qu'on appelle des mécanismes de défense, Mmh. c'est-à-dire de protection. Et ces mécanismes, celui qui est le plus connu, c'est le déni, c'est-à-dire je ne peux pas voir, je ne peux pas voir ce qui se passe parce que c'est trop violent. Mmh. Et l'apogée de ce mécanisme, c'est la prise de défense, le fameux syndrome de Stockholm, la prise de défense de celui ou du groupe qui maltraite. Mmh. Parce qu'on croit qu'en soutenant ce groupe-là, il va nous épargner. Donc, il y a effectivement une terreur fondamentale. Mmh. Vers quoi justement cette organisation totalitaire nous dirige aujourd'hui? On l'a vu avec le Covid. On a vu des mécanismes se mettre en place. Notamment, on en a parlé, ces surveillances avec des passes, etc., numériques. On a aussi, d'un autre côté, aujourd'hui, une impulsion sur comment dire, le contrôle, plutôt la dérive du corps humain. Euh, euh, une maîtrise du corps humain avec bientôt la proposition comment ça s'appelle, enfin, de faux utérus mécaniques qui pourraient héberger des enfants in utero, enfin, des choses comme ça qui donc détruisent totalement l'organisme humain. Euh, quelle est finalement vers quoi nous dirigeons-nous et quelle est quel est ce qui sous-tend, pourquoi veulent-ils avancer vers ça en fait? Quel est leur objectif? Alors, je crois qu'un des idéologues aujourd'hui que l'on peut écouter avec intérêt pour comprendre ce dont il s'agit, c'est Harari, qui dévoile, hein, le projet. Mais on peut aussi se référer dans le passé au meilleur des mondes d'Huxley. Ouais. Je crois que dans une grande partie, nous y sommes. Donc, pour déshumaniser, puisque le totalitarisme, c'est la déshumanisation, hein, un être humain, il faut lui supprimer tout rapport au sacré. Et dans le rapport au sacré, il y a bien évidemment la naissance, hein, c'est-à-dire la magie de la naissance, la magie de cette vie qui nous dépasse et qui se transmet. Donc le contrôle à l'entrée de la vie et le contrôle à la sortie, puisque c'est aussi un autre endroit de sacré pour l'être humain, c'est le rapport aux morts, Bien sûr. le rapport aux funérailles. Et nous sommes vraiment dans une époque qui a complètement oublié tout ça. Or, si nous ne faisons pas des rituels de séparation des morts et des vivants, nous finissons dans un monde de morts vivants. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Donc, ce qui permet de valoriser la vie humaine et sa dignité, ce sont ces moments.
très important de relations sacrées. Alors, on voit bien qu'ici, il y a un contrôle qui veut être exercé sur le génome humain, sur les naissances, sur l'ensemble de ce qui fait l'humanité et de ce qui peut lui permettre aussi d'accéder à une spiritualité qui est sa protection. Je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité, sa protection, hein. Hem et sa protection, puisque c'est dans cette spiritualité que l'être humain rencontre aussi son idée de liberté. Sinon, nous ne sommes que des animaux piratables, pour reprendre des termes qu'on Hmm. entend effectivement. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, en détruisant ces liens organiques du début de la vie à la fin de la vie, oui, il nous on deviendrait des numéros indifférenciés finalement, et donc beaucoup plus contrôlables pour revenir aux objectifs. J'imagine que l'objectif est toujours de mieux contrôler la population. Contrôler les moindres velléités d'aspiration à la liberté. Mmh, mmh. Et donc tout ce qui est finalement tout ce qui est organique, tout ce qui est aussi relié à notre chair, nous rappelle peut-être aussi un petit peu à nos libertés, à notre, comme on le dit, hein, la peau, l'épiderme, et la première frontière finalement, le premier filtre. C'est peut-être aussi ça, c'est peut-être nous rappeler à ces premières frontières face à l'adversité. Également, oui, et également nous rappeler notre finitude. C'est-à-dire Mmh, que la humaine est valorisée parce qu'elle est finie, hein, parce qu'il y a précisément un début, un milieu et une fin. Et il y a une transmission, hein. mmh. Donc on est évidemment dans une négation de tout ce qui peut se passer au niveau psychique pour le fœtus, hein, et pourtant on a énormément de travaux en psychologie, que ce soit effectivement dans la transmission, mais aussi Et oui. dans le rapport charnel, et nous sommes des corps, c'est-à-dire que la désincarnation fait partie, hein, du projet, c'est-à-dire de ce fameux humain augmenté, mi-homme, mi-machine, qui en fait est désincarné. Et cette incarnation, c'est notre rapport à l'existence, notre rapport au monde, c'est effectivement comment l'appréhender à travers nos cinq sens et notre perception, et c'est aussi un rempart contre la folie. Mmh. Et Ouais, c'est ça là où c'est les très écrans jouent intéressant. un rôle Oui. dissociatif. Oui. Mm. Oui, tout à fait. Et c'est vrai, tout à fait. Vous faites bien de rappeler les écrans, puisque là, finalement, c'est une façon de nous faire retomber, malgré nos frontières, malgré notre conception organique, on va dire, nous faire retomber dans cette soumission numérique. Alors, allons, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, sur les lumières, les solutions, d'une certaine façon, que vous proposez pour ne pas tomber nous-mêmes, hein, puisque nous sommes tous... Nous sommes tous, nous pouvons tous tomber dans cette forme de soumission totalitaire un jour ou un autre. Vous dites d'abord, un moment que j'apprécie beaucoup dans ce livre, le devoir de la désobéissance civile. D'abord, est-ce que vous pouvez en dire un mot? Il y a des lois au-dessus des lois. C'est-à-dire qu'il y a des lois humaines qui ont toujours gouverné l'humanité. On en a un tout petit peu parlé, l'interdit du meurtre, l'interdit de l'inceste, ce sont des fondements anthropologiques qui permettent de faire civilisation. La relation aux morts, hein, donc on a cette figure d'Antigone, bien sûr, mais dont aujourd'hui on se demande bien euh, où est-elle passée, parce que il y a ce rapport de l'humanité à cette dimension sacrée qui nous dépasse. Donc ça, c'est, je crois, extrêmement important de le rappeler, Oui. au moment où nous sommes finalement tous devenus des quantités négligeables, sacrifiables, supprimables, bah, tu sers plus à rien, on te jette, Mm. etc., etc. Et alors, on voit Euh, le lien avec justement les audits que vous avez pu faire en entreprise, finalement. C'est le même mouvement. la même logique. Oui. C'est la même logique. Ouais. D'ailleurs, il y a eu, Chapoutot, l'historien, avait déjà développé, hein, le fait que dans le management, il y a aujourd'hui des résidus, hein, du nazisme qui sont là, et qui effectivement considèrent que nous sommes tout au mieux des corps à exploiter, Mm. hein, voilà, c'est tout au mieux. Mm. Oui, des corps indifférenciés qui peuvent être remplacés les uns par les autres. Alors, donc, ce devoir de révolte, finalement. Et puis, vous dites, et donc vous avez parlé du sacré, on va y revenir, évidemment, l'importance du sacré avec votre chapitre avec Dieu au goulag. Et ce chapitre aussi, Redevenir de Luciole, vous citez Pasolini. J'aime beaucoup cette image.
Euh, et les lucioles particulièrement parce qu'elles sont toutes petites, elles sont très faibles, elles sont très fragiles, vous l'avez dit, elles ont beaucoup disparu malheureusement. On n'en voit plus beaucoup. On en voit encore quelques-unes d'ailleurs, moi ça m'apporte toujours beaucoup d'espoir. Euh, et donc justement, vous faites cette comparaison avec ces petites lucioles qui disparaissent puisqu'elles ont été exterminées, on va dire, notamment par les insecticides, etc., par ces produits-là. Euh, mais ce sont des toutes petites lumières qui peuvent donner espoir et qui montrent aussi que chacun, à son humble niveau, on peut être une petite lumière finalement. Oui, j'ai délibérément choisi dans ce livre de revenir à l'individu, hein. C'est-à-dire que à l'époque où j'exhorte toujours à avoir des solutions collectives. Les solutions collectives ne marchent pas si nous n'avons pas fait le travail suffisamment en nous-mêmes de consolider ces fameux remparts, hein. On le voit en permanence, les collectifs qui explosent, voilà, les uns et les autres qui s'accusent. Donc, il est très important de Oui. faire ce travail. Et je suis revenue aussi à l'individu par rapport au caractère essentiel du témoignage dans les époques totalitaires qui nous humanisent. C'est-à-dire que c'est parce que précisément quelqu'un souffre dans sa chair, vit des choses difficiles, que nous nous rendons compte des conséquences des politiques menées. Et donc c'est très important de remettre l'être humain au centre, pour citer hein, cette fameuse citation de Terence qui avait été reprise par Montaigne, rien d'humain ne nous est étranger. Et à partir du moment où nous considérons que quelque chose d'humain nous est étranger, nous sommes en train de nous déshumaniser. Hmm. Oui, et peut-être aussi pour rester encore une seconde sur les lucioles, sur finalement la fragilité d'une petite luciole et la fragilité aussi de chaque être, de chaque individu, et le fait qu'elle peut très vite s'éteindre, mais en même temps, si toutes les lucioles sont allumées, ben, voilà, on a la lumière dans la nuit, et j'imagine que c'est à ça que vous aspirez évidemment. Oui, je suis de tempérament peu optimiste, ce qui me permet d'avoir des bonnes surprises. Eh ben, c'est joyeux. Alors, allons donc sur la partie également du sacré, puisque vous en avez déjà beaucoup parlé tout au fil de cette discussion, mais c'est aussi, vous le dites, un rempart et voilà, un fil qu'il faut que l'on tienne pour résister, c'est justement cet appel de Dieu ou du sacré. Euh, bah, vous faites justement l'image de cet appel à Dieu dans le pire des camps de concentration ou des goulags. Oui, j'ai repris encore une fois un témoignage, hein, c'est-à-dire le fait que, et ce qui m'a paru intéressant dans de nombreux témoignages que j'ai pu lire, c'est que finalement, même au milieu de l'enfer, il y a des aspirations humaines et il y a la possibilité de s'humaniser davantage. Hmm. Donc, je crois que c'est peut-être là qu'est la note d'espoir. Oui, tout à fait. Et c'est vrai, quand on lit sur le Génécine, par exemple, on voit aussi que peut-être ceux qui tenaient le mieux étaient souvent des artistes qui pouvaient s'évader dans la musique qu'ils récitaient dans leur tête. Donc c'est vrai qu'on voit l'importance de l'univers mental, de le fait de se hisser au-dessus aussi dans le monde des idées ou dans le monde de l'art, comme vous le précisez aussi dans votre livre. Oui, tout à fait. Hmm. Tout à fait. Et donc pour conclure, finalement aujourd'hui, vous disiez vous n'êtes pas de nature optimiste. Euh, comment vous voyez le monde tel qu'il se dessine? C'est-à-dire que vous sentez que malgré tout, il y a des petites lucioles qui se réveillent ou trop peu ou comment vous percevez aujourd'hui les signaux de cette société? Alors, le premier constat, c'est que nous sommes dans une dans une pente glissante vers toujours plus, de chaos, hein, et savamment organisé, hein, diviser pour régner, comme, le dit, l'ancien adage. Hmm. Heu, Ce chaos-là, dans le même temps, il est et par défaut, hein, il est fertile aussi. C'est-à-dire qu'il est fertile, pour réveiller des consciences,
Je crois que nous sommes vraiment à un tournant où ça fait longtemps, Günther Anders alertait là-dessus aussi, hein, mais aujourd'hui, je crois que très clairement, nous pouvons être dans une autodestruction de l'humanité. Donc, quel est le chemin que nous choisissons? Ça commence évidemment par nous. Il faut trouver des antidotes de davantage d'humanisation dans nos vies Mmh. pour tenter effectivement de juguler cette folie dans laquelle nous sommes embarqués. Et pour ceux, oui, mais est-ce que je reviens à cet exemple des personnes qui aujourd'hui sont sous antidépresseurs, etc., parce que justement ils se sentent trop mal dans cette société. Est-ce que c'est possible de résister et de retrouver notre humanité dans une société déshumanisée? Comment on commence? Est-ce qu'il faut couper le lien ou est-ce qu'il faut garder un lien avec le reste de la société? Est-ce qu'il faut organiser, parce que vous parliez justement du fait qu'on faisait souvent appel au collectif, est-ce qu'il faut commencer à reconstruire des petits collectifs à taille humaine pour pouvoir retrouver quelque chose qui ressemble justement à une société, mais à taille réduite? Enfin, comment on fait pour sortir justement de ce malaise de quelqu'un qui sent bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, mais qui en même temps ne peut pas complètement se décrocher de la vie active? Oui, eh bien, ma réponse, elle est encore une fois À part vous individuelle. lire et comprendre. C'est très C'est important, mais déjà une bonne étape, oui. Mm. il faut plonger à l'intérieur de soi pour comprendre quelle est l'origine de ce malaise et à quoi il me renvoie, hein. Et on sait que le traumatisme également se transmet dans les générations. Nous avons énormément de traumatismes qui ne sont pas apurés, ne sont pas soignés déjà du XXe siècle. Donc ça fait écho, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui viennent faire ricochet et il est très important d'aller regarder à l'intérieur de soi hem, pour voir à quel endroit je suis divisée, à quel endroit j'ai peur, Mm. à quel endroit, on peut me manipuler. Tout ça est extrêmement important, ne pas fuir ce malaise, mais le considérer comme une chance, d'évolution sur soi-même. Mm. Même si c'est désagréable et c'est là que le corps est un outil très précieux puisque notre corps, comme le disait Alice Miller, ne ment jamais. C'est-à-dire que dans notre corps, nos sensations et de malaise, nous pouvons avoir beaucoup de clés, pour résoudre, des traumatismes personnels. Je crois que c'est vraiment là que ça commence. Et dernière question, est-ce que finalement le fait de soigner notre corps, enfin de prendre soin, mais vraiment soin, pas à la façon moderne, de notre corps, peut nous aider à soigner notre esprit? Tout va ensemble, tout va ensemble. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des segments, ça c'est la médecine moderne qui nous a segmentés, Mm. mais nous ne sommes pas des segments. Nous sommes, une âme, un esprit, des émotions, des sensations, un corps et tout fonctionne ensemble. Mm. Quel Et que soit le fil par lequel on prenne, notre incarnation, nous pouvons avoir des réponses. merci infiniment, Ariane Billeran. Vraiment, c'est un très grand moment et j'espère, chers auditeurs, que vous pourrez vous aussi partager non seulement cette interview, je pense qu'on comprend beaucoup de choses de ce livre d'Ariane Billeran, et puis évidemment partager les références de ce livre pour que justement que vous puissiez comprendre non seulement comment se réveiller face au totalitarisme, mais aussi peut-être éviter une forme de malaise et d'isolement que beaucoup peuvent ressentir aujourd'hui. Je rappelle les références du livre d'Ariane Billeran, Psychopathologie du totalitarisme, avec cette question: sommes-nous dans une dérive totalitaire? Je pense qu'on a tous la réponse. Un livre aux éditions Guy et Daniel. Merci encore Ariane Billeran et à très bientôt, j'espère. Merci infiniment.